Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Nous allons bien évidemment revenir sur l'actualité de la semaine, à savoir évidemment ce qui se passe en Iran et en quoi ce qui se passe donc au Proche Moyen-Orient inclut ou concerne la géopolitique asiatique qui est le cœur de notre investigation. Donc on va évidemment voir ce problème-là sous l'angle de l'Asie, sous l'angle plus exactement de la Chine, puisque l'Iran, Téhéran, le régime des mollahs est évidemment un soutien, on verra pour quelles raisons. Il y a des relations extrêmement profondes entre l'Iran via Moscou, via la Chine. Donc la Chine et l'Iran, telle qu'elle était définie jusqu'à maintenant, sont en relation extrêmement forte. Donc tout ce qui se passe en Iran peut et pourrait et va affecter la Chine. Alors tout d'abord, pour commencer déjà, une sorte de petite introduction, petit aparté si on veut, mais pas vraiment un aparté, sur ce problème qu'il y a aujourd'hui quand on parle de géopolitique et qu'il s'agit de problèmes qui touchent surtout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, qui sont, comme on sait, des problèmes, situations extrêmement complexes, extrêmement polémiques, extrêmement peu consensuelles, notamment évidemment tout ce qui concerne Israël, l'existence d'Israël, le soutien à Israël, la politique israélienne, etc. Et plus encore, évidemment, Gaza, le sort des Palestiniens, le sort de la Palestine, le devenir de la Palestine, etc. Ce sont des questions extrêmement complexes et évidemment, l'Iran se trouve quelque part à l'intérieur de ce dispositif-là, puisque Israël s'est attaqué donc à l'Iran après avoir d'abord attaqué ses proxys à différents niveaux, les Houthis, le Hezbollah au Liban, donc les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, qui sont tous en fait concernés par le régime iranien et qui sont tous en fait des soutiens et des continuités du régime iranien à différents niveaux pour différentes raisons dans la région. Donc Israël, on le sait, depuis l'attaque du 7 octobre, a décidé en fait d'une sorte de guerre sans limite contre l'Iran et tous ses proxys, commençant par Gaza. Ensuite, il y a eu, on se rappelle, l'épisode des pagers avec le Hezbollah, et ensuite aussi certaines attaques, et surtout là centrées avec l'aide américaine, surtout les Américains, sur les Houthis au Yémen, parce que les Houthis menaçaient aussi la circulation maritime dans la région. Et donc, d'une certaine manière, l'attaque directe d'Israël sur l'Iran est un peu la conséquence du fait que l'Iran a perdu ses soutiens locaux qui pouvaient en fait être des relais extrêmement importants dans la guerre contre Israël. Donc en fait, il y a une sorte de processus assez méthodique en commençant par éliminer toutes les milices qui étaient les plus proches, qui étaient les plus dangereuses, à savoir le Hezbollah et le Gaza, non pas éliminer elles-mêmes, mais en tout cas couper les têtes au niveau du leadership, alors de façon extrêmement militaire. Alors on revient pas ici sur le fait que tout cela se fait en grande partie en fait à l'encontre du droit international tel qu'il a été défini depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit évidemment l'attaque d'Israël contre l'Iran, que ce soit aussi la situation dans les colonies israéliennes, etc. On sait que le régime de Netanyahou on va dire se positionne un peu à la limite et voire hors de la limite du droit international, puisque, il faut le rappeler, le président Netanyahou est lui-même condamné depuis 2024 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Donc il est considéré comme
Poutine, la Russie soutient l'Iran, comme Poutine, et on y reviendra, comme Poutine, comme un criminel de guerre. Donc on a une situation qui est une situation, je dirais, militaire, sécuritaire, qui concerne Israël et qui, en elle-même, pourrait ne pas toucher la Chine si la Chine est évidemment présente, si la Chine n'était pas présente dans la région, et elle est. La Chine est présente dans la région, bien entendu, du fait des hydrocarbures, comme toutes les grandes puissances. La Chine a besoin de pétrole, de beaucoup de charbon, de beaucoup de centrales électriques, de beaucoup d'énergie. Et une partie de ce pétrole, il transite par des ports qui se trouvent dans le pourtour de l'Iran. Et l'Iran, qui est sous le coup de sanctions, on va le revenir, une grande partie, en fait, la majeure partie du pétrole iranien va vers la Chine. Donc la difficulté, en fait, de cette discussion sur la Chine, Israël, l'Iran, etc., c'est que aujourd'hui, dans la discussion de géopolitique, on a toujours ce discours du deux poids, deux mesures. Alors, on critique, alors ce qui est assez un peu convenu, presque à la mode, c'est de critiquer le deux poids, deux mesures de l'Occident. Donc c'est quelque chose, c'est un peu à la mode, ça fait bien, ça sonne bien. Et puis l'Occident, l'intellect occidental a une sorte de tendance à se critiquer lui-même, à se critiquer en tout cas son propre camp, ce qui est tout à son honneur. Mais il y a cette idée, mais c'est aussi repris par d'autres hors Occident qui vont donc souligner le deux poids, deux mesures de l'Occident. Et on cite souvent à ce propos la phrase fameuse de Franklin Roosevelt qui disait, à propos du dictateur Rafael Trujillo de la République dominicaine, il disait « c'est peut-être un salaud, mais c'est notre salaud ». C'est connu cette phrase. Or ici, souvent on utilise cette phrase pour parler de poids, de mesure. Or en fait, ici, est-ce que c'est vraiment de poids, de mesure? Pas vraiment, puisque Delano Roosevelt, ici, reconnaissait en fait que l'autre était un salaud. Ce qui est plutôt de poids, de mesure, c'est en fait qu'il y a une différence de perception morale, alors qu'en fait, il s'agit de la même chose. C'est-à-dire, on va y revenir tout de suite, la Russie attaque l'Ukraine, pas de problème. Israël attaque l'Iran, problème. Voilà. Donc en fait, dans les deux cas, on est dans deux violations du droit international, ou l'inverse. Donc ça serait ça plutôt le deux poids, deux mesures. Donc quand quand Franklin Delano Roosevelt, il dit que Trujillo est le salaud de l'Amérique, en fait, il n'est pas vraiment hypocrite, il est peut-être cynique, réaliste. Et ça veut dire quoi, réaliste? Ça veut dire qu'en fait, tant que le monde ne sera pas parfait, il sera peut-être jamais, et les meilleurs gouvernements démocratiques seront toujours forcés de trouver des points d'entente avec des gouvernements imparfaits, illibéraux, plus ou moins despotiques, et c'est ce on fait tous les jours dans nos discussions avec l'Arabie Saoudite, avec la Chine, avec la Russie, etc. Et là, il y a encore une autre sorte en fait un peu d'hypocrisie ou un peu de mauvaise foi du point de vue de cette conscience des intellectuels, c'est qu'à la fois on va dire, à la fois on va s'indigner. Et on va dire, on reproche aux démocraties libérales de s'allier à certaines dictatures sur des secteurs spécifiques. Bon, par exemple, notamment au niveau énergétique, les pétromonarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, malgré tout ce qu'on sait sur la situation des droits de l'homme, sur la situation des journaux là-bas, ça reste un partenaire commercial extrêmement important pour la France et pour la plupart des démocraties. Et en même temps, donc, on peut reprocher aux démocraties de s'allier ou d'avoir des échanges avec des dictatures. Et en même temps, on leur reproche aussi de faire le changement de régime, de vouloir le changement de régime. C'est-à-dire, à la fois, on va dire, ah mais non, vous pouvez pas leur parler, c'est des dictateurs, c'est des sanguinaires. Et en même temps, ah oui, mais vous pouvez pas changer de régime. Le problème, c'est qu'il faut surtout dans le contexte où ces abruissements énergétiques en termes donc non seulement de matériaux fossiles, mais aussi de terres rares avec la Chine, etc., dans la mesure où ils sont pas équitablement distribués, dans la mesure où tant que le fonctionnement économique demandera la globalisation des échanges, ce sera difficile de se passer de contact, d'où la tentation aussi
du changement de régime. Alors, 2 poids, 2 mesures, c'est aussi évidemment la manière dont on a souvent dénoncé l'égalité de traitement dans les médias ou dans les chancelleries entre les guerres en Ukraine et celles à Gaza, en Cisjordanie, au Liban. C'est-à-dire qu'en fait, notamment entre les guerres de Vladimir Poutine et celles de Benjamin Netanyahou, on va dire c'est 2 poids 2 mesures. Vous parlez d'Ukraine, vous parlez pas de Gaza, ou inversement, vous parlez de Gaza, vous parlez pas d'Ukraine. En fait, on peut parler des deux. Dans les deux cas, en fait, on est du point de vue droit international, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, puisqu'en fait le traitement est assez similaire, puisque Vladimir Poutine et Netanyahou, tous les deux, sont en fait soumis à des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et celle-ci, c'est l'émanation directe de cet ordre mondial dit occidental qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale et qu'en même temps on voudrait dépasser. Donc ici on peut pas aussi, ça aussi c'est autre chose, hein, on peut pas à la fois demander au respect du droit international et en même temps dire qu'il faut dépasser l'Occident. Et donc le problème ici, la difficulté, c'est qu'on est d'un côté on a les États-Unis qui vont soutenir Netanyahou, de l'autre côté la Russie qui va soutenir l'Iran, et cela alors même qu'il y a une relation de proximité aujourd'hui entre le régime américain et le régime russe, et d'autant plus aussi que justement la Chine, et ça on va y revenir à partir du prochain podcast, la Chine en fait a pris parti pour Poutine et contre Netanyahou, alors que dans les deux cas on a une violation du droit international. Donc c'est la Chine aussi qui dans ce cas de figure se situe bien dans le cadre du 2 poids 2 mesures, qu'on va le développer la semaine prochaine. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.